messieurs. Maintenant, on va revenir sur la polémique du jour. L'hommage au maréchal Pétain rendu par Emmanuel Macron lors de ce déplacement mémoriel. Un grand soldat pendant la Première Guerre mondiale, a dit le chef de l'État, même s'il a conduit des choix funestes. Et puis, il y avait cette cérémonie organisée samedi aux Invalides qui était censée rendre hommage à tous les maréchaux qui ont participé à ce conflit, même Philippe Pétain. Alors, visiblement, en rétropédale du côté de l'Élysée. Mais tout d'abord, je voudrais, avant d'accueillir Éric Zemmour, vous faire écouter la première intervention d'Emmanuel Macron, parce qu'il y en a eu d'autres ensuite, mais la première intervention d'Emmanuel Macron concernant Philippe Pétain, c'est ça qui a créé la polémique. Écoutez, regardez. Et je ne fais aucun raccourci, mais je n'occulte aucune page de l'histoire. Et le maréchal Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale, aussi un grand soldat. Voilà. C'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un gros soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième. Et il faut... Mais mon rôle n'est pas de comprendre que ça choque ou de commenter les gens. Mon rôle est d'essayer d'expliquer et de porter des convictions. J'ai toujours regardé l'histoire de notre pays en face. Je me suis toujours opposé aux idées... au défaitisme français lorsqu'il a pu exister, à la complaisance avec toute idéologie. Vous ne pouvez pas me reprocher à moi d'avoir été ambigu sur ce point. J'ai toujours été absolu dans ce combat. Mais je reconnais aussi la part que les maréchaux ont joué et que notre armée a joué dans la victoire française. Nous sommes en train de célébrer le centenaire de la victoire et de la paix. La victoire d'une nation combattante. C'est pour ça que j'ai voulu que les poilus et ceux de 14 rentrent au Panthéon. Mais c'est aussi la victoire d'une armée française et de ses maréchaux. Et donc il est normal de les célébrer et de permettre à l'armée française de le faire. Éric Zemmour, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il a raison, le président Macron ? Vous savez, le problème du président Macron, c'est qu'il est comme l'horloge. Comme il donne toutes les heures, il y a des heures où il donne la bonne heure. Sur ce plan-là, il donne la bonne heure. Évidemment que le maréchal Pétain est l'un des principaux, voire le principal vainqueur de la guerre 14. C'est le vainqueur de Verdun. Mais le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il dit le contraire de tout et avec la même assurance. Il nous a expliqué pendant des jours et des jours qu'on ne fêterait pas la victoire, qu'on ne fêtait que la paix. Et maintenant, il nous parle de la victoire de 14-18. Parce que les Allemands n'étaient pas très contents qu'on fête évidemment la victoire. Il nous a expliqué que l'armée française, c'était des civils qu'on avait armés. Sous-entendu, ça a été qu'une boucherie. Maintenant, il nous dit, ça a été une grande armée. Et pour cause, en 18, l'armée française est la meilleure du monde. Donc, vous voyez, le problème, c'est qu'il dit tout et son contraire. Ça finit par poser des problèmes. Pour certains, les propos d'Emmanuel Macron sont particulièrement honteux. C'est une faute morale. Jean-Luc Mélenchon dit que Pétain est un traître et un antisémite. Point barre, qu'il a d'ailleurs été en 1945 frappé d'indignité nationale. Est-ce que c'est pas ce Pétain-là qui a pris le pas sur le Pétain de Verdun ? Mais écoutez, Jean-Luc Mélenchon, il est d'une tradition stalinienne que je reconnais bien là. C'est-à-dire que, vous savez, Staline, il effaçait sur les photos tous ses anciens adversaires. Trotsky a disparu de la Révolution de 17. Il voudrait qu'on fasse la même chose, mais on ne fait pas la même chose. Pétain, il a été le vainqueur de Verdun, que ça lui plaise ou non. Et d'ailleurs, pour comprendre pourquoi on l'a appelé en 1940, on ne peut pas comprendre ça si on ne sait pas qu'il a été le héros de Verdun. Oui, mais vous allez plus loin dans vos ouvrages, dans vos déclarations. Vous dites non seulement Pétain a été le héros de Verdun, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il a sauvé les Juifs français. Vous dites que finalement, et dans votre dernier livre, notamment Destin français, que vous revenez un peu sur cette idée qu'il y avait le glaive et le bouclier. Le bouclier, c'était Pétain qui essayait de protéger les Français sur place, en métropole, et le glaive, c'était De Gaulle à Londres. Donc vous allez plus loin que la glorification de Pétain à Verdun. Vous dites finalement Pétain, il était utile pendant la Seconde Guerre mondiale. Écoutez, ça c'est alors là, on peut discuter. On peut discuter, je comprends qu'on puisse discuter ça. Ce que je dis, moi, c'est qu'il faut se remettre dans le contexte. Et qu'en 1940, justement à cause de 14-18, vous voyez, on célèbre le centenaire. Mais on célèbre le centenaire qui a coûté 1,5 million de soldats. La vérité, c'est qu'en 1940, la France, avec une démographie très poussive depuis un siècle, ne pouvait pas se permettre de perdre de nouveau 1,5 million de ses fils. Et c'est pour ça que Pétain choisit l'armistice, alors que le général de Gaulle, lui, veut continuer le combat. Je pense, moi, qu'il y a une espèce d'équilibre, oui, d'utilité des deux.
entre le fameux bouclier qui essaye, tant qu'il peut, parce que je ne dis pas qu'il a réussi, protéger les Français, en particulier les Juifs français, on y viendra si vous voulez après, et puis le général de Gaulle qui incarne le combattant éternel et celui qui porte l'épée de la France. Je pense qu'il n'aurait pas pu porter l'épée de la France si le maréchal Pétain n'avait pas, un tant soit peu, protégé et apaisé les tensions en France. C'est ça que je dis, c'est tout. C'est un équilibre. C'est la pensée complexe chère à Emmanuel Macron. Oui, mais qui est un peu balayé pendant la Seconde Guerre mondiale par les historiens qui ont rappelé le rôle de Pétain dans les rafles, les déportations, le statut des Juifs. Le choix de Vichy de ne pas épargner les enfants est aussi connu aujourd'hui. Il n'y a plus de discussion. Non, il n'y a pas de discussion. Il y a des discussions, c'est pas vrai. Vous savez, il y a des discussions entre historiens tout le temps. Simplement, aujourd'hui, on a une historiographie française qui est alignée comme une armée sur la thèse de Paxton. Il y a d'autres thèses. C'était un historien américain qui a écrit un livre dans les années 70. Qui a expliqué que c'était Pétain qui était Vichy, qui était responsable de tout, comme s'il n'y avait pas eu l'occupation, comme s'il n'y avait pas l'armée française, l'armée allemande qui occupait la France, comme si la France n'était pas coupée en morceaux, et comme si justement, si vous voulez, la France pouvait faire ce qu'elle voulait. Non, elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait. Est-ce qu'on a raison de ne pas fleurir, de ne plus fleurir la tombe du maréchal Pétain sur l'île-Dieu? C'était François Mitterrand qui fleurissait l'île. Vous savez, c'est assez simple. Je ne sais pas si Macron va arriver jusqu'à cette dose de cynisme. Non, Emmanuel Macron a dit que justement qu'il ne fleurirait pas la tombe le 10 novembre du maréchal Pétain. Vous savez, on se demande si c'est de l'ignorance ou si c'est du cynisme politique. Parce que de la part de Macron ? Oui. Un coup, il nous dit on est dans les années 30 et là, il fait plaisir à la gauche, il fait plaisir à Mélenchon, à tous ceux qui répètent bêtement qu'on est dans les années 30 alors que ça n'a rien à voir. Et puis le lendemain, il nous dit le maréchal Pétain fut un grand soldat et là, il fait plaisir à une autre partie de l'électorat. Et depuis sa rétropédale, puisqu'on apprend depuis l'Élysée que finalement, l'hommage aux Invalides, ça sera uniquement un hommage aux maréchaux qui sont présents sur place, ce qui n'était pas au départ l'idée. Donc il y a Foch, Aliotet, il y a aussi... Monory, Fayol, je ne vais pas tous les citer, mais il n'y a pas Joffre, par exemple. Donc finalement, on va oublier Joffre. Il y a un rétropédalage, là. Pourquoi ? Mais parce que justement, il n'a pas de conviction avérée. Il dit tout et son contraire. C'est le en même temps ? C'est le en même temps, mais appliqué à l'histoire, si vous voulez, ça donne ça. Et puis, on voit bien qu'il subit la pression médiatique parce qu'il n'a pas de certitude. Vous savez, je vous ai apporté la phrase du général de Gaulle que... pourriez donner à Mélenchon en 66. Je l'ai cité tout à l'heure. Oui. Vous l'avez cité tout à l'heure. Oui. Sa gloire à Verdun ne saurait être contestée ni méconnue par la patrie. Exactement. Le grand vainqueur de Verdun, le général de Gaulle lui-même, qui était son adversaire. Oui, mais en 2018, avec le recul, en 66, on est 20 ans après la fin de la guerre. Et on sait que le général de Gaulle voulait à tout prix réconcilier les Français. Bon, aujourd'hui, il y a 2018. Est-ce que Emmanuel Macron, c'est son rôle de se transformer en prof d'histoire en disant des choses qui choquent une partie des Français? Est-ce qu'il ne faut pas laisser ça aux historiens, aux polémistes, aux écrivains? Excusez-moi, c'est justement son rôle. Il n'y a pas de France sans histoire et pas d'histoire sans vérité. Donc il a raison, en l'occurrence, de dire ça. Le problème, on voit que la vérité est difficile à établir. On le voit sur ce sujet. Mais c'est normal. La vérité est toujours difficile à établir. Et il faut simplement ne pas suivre les lieux communs historiographiques et la pression médiatique. C'est tout. La vérité, oui, elle est difficile à établir. Vous savez, moi, mais à quel moment on est dans la recherche de la vérité historique et le révisionnisme? Mais écoutez... Ou le relativisme. Tous les historiens sont révisionnistes. Quand ils révisent le passé. C'est pas négationniste, vous comprenez la nuance? On nie pas ni l'extermination des Juifs, ni le rôle de Pétain. On a le droit d'avoir des thèses différentes. On a le droit d'expliquer, comme j'essaye de le faire, qu'en 1940, Pétain essaye de finasser avec l'occupant allemand, qu'il essaye de faire comme les Prussiens, un siècle plus tôt, ont fait avec Napoléon. Vaincus, ils ont finassé pour prendre leur revanche. C'est ça ce qu'il y a derrière la tête de Pétain. Alors, on peut ne pas être d'accord, mais voilà. Pourquoi ça provoque toujours autant de polémiques, de discussions enflammées, justement ces discussions sur notre histoire? Alors, est-ce que c'est une bonne chose? D'ailleurs, c'est peut-être une bonne chose. Ça veut dire que les Français sont passionnés par l'histoire et donc à chaque fois, on en débat, on en discute. Parce que, si vous voulez, la France a été forgée par son histoire.
et que depuis 40 ans, on nous a inventé une nouvelle histoire pour plaire à l'idéologie dominante. Les historiens, l'école historiographique française, l'université française. Ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Non, ils ne sont pas tous d'accord entre eux, mais la doxa dominante dans l'université française a inventé une nouvelle histoire pour faire fi, disait-elle, du roman national et qui répond aux attentes idéologiques Et qui sont lesquelles alors? C'est de dénigrer la France? Oui, absolument. De dénigrer la France et de lui dénier une histoire propre, de l'histoire en tant que personne, en tant que, vous voyez, avec une identité. Mais on peut aussi reconnaître nos fautes du passé, les fautes du passé. On peut voir les fautes du passé. Mais le problème de l'historiographie française aujourd'hui, c'est qu'elle nous a habitués à voir l'histoire de France en fonction du regard de l'autre. Que cet autre, avec un grand A, soit anglais, allemand, américain, arabo, vous voyez, musulman, africain, parce que c'est les pays colonisés. À chaque fois, on nous explique l'histoire de France en fonction du regard de l'autre sur la France. Il faudrait de temps en temps regarder l'histoire de France avec le regard de la France. Mais regarder aussi son passé noir et pas seulement penser que si on regarde le passé noir, ça va affaiblir la France d'aujourd'hui. Mais il n'y a pas de passé noir, il n'y a pas de passé blanc. Il y a l'histoire. Il y a, si vous voulez, comme disait Mitterrand, tout est gris. Et c'est comme ça. Voilà, je suis désolé, mais c'est pas manichéen. On fait pas de la morale en histoire. Je suis très frappé des réactions sur la déclaration de Macron. Ils font pas de l'histoire, ils font de la morale. Et Macron, il fait quoi alors, lui? Macron, je vous dis, il fait de l'histoire un jour et puis il fait de la morale le lendemain. Il faut qu'il choisisse, quoi. Merci, Éric Zemmour.